Je vous remercie parce que c'est une question assez banale, mais très difficile à répondre en même temps. Mais dans un schéma pour expliquer la mission de la Direction générale d'appui au Sénégal et de l'extérieur, il faut comprendre deux espaces. Un espace de départ et un espace d'accueil. L'espace de départ, c'est le Sénégal. Tous les Sénégalais qui quittent le Sénégal à la recherche d'un bien-être dans un nouveau horizon arrivent dans un autre territoire où ils sont accueillis ou bien par un consulat ou bien par une ambassade. Donc les ambassades et les consulats les accueillent et transmettent quand il y a besoin au niveau du ministère des Affaires étrangères, donc à la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur pour que ces problèmes soient résolus. Et ces problèmes peuvent être des problèmes d'accès à un document administratif, ça peut être un problème lié à un projet de retour et d'investissement au Sénégal, ça peut être un problème lié à, je ne sais pas, à des problèmes qui touchent directement les Sénégalais par rapport à des conflits ouverts avec certaines particularités dans ces différents pays-là. Donc, comme pour dire que ces deux vases communicants, la mission diplomatique et consulaire et le ministère des Affaires étrangères qui est resté à Dakar. Et donc, on communique, on travaille ensemble pour apporter l'assistance, la protection, l'information nécessaire à l'endroit des Sénégalais qui ont quitté le Sénégal à la recherche d'un bien-être. Donc, c'est une mission régalienne de l'État du Sénégal dans un domaine dit réservé au chef de l'État où tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y déroule, c'est sur la base de l'instruction du président de la République. Peut-être c'est ça qui fait qu'il y a un cachet plus ou moins confidentiel de certaines initiatives qui sont développées par le ministère à travers la direction et les missions diplomatiques et consulaires. Une rencontre assez importante en ce moment de gouvernance des questions de migration au Sénégal. Vous pouvez vous-même le constater. Ils sont nombreux à donner leur point de vue, leur opinion, à chaque fois qu'il y a un problème qui concerne un Sénégalais de l'extérieur. Et notre volonté aujourd'hui est de faire en sorte que les avis et les opinions ne se donnent plus dans l'espace public, mais qu'on ait un cadre à travers lequel les opinions et les avis sont donnés, pour que nous puissions tous, comme un seul homme, prendre à bras le corps les vrais problèmes et en trouver des solutions durables. L'État à lui seul, à travers ses démembrements, ne peut pas gérer la question de la migration. Le pays d'accueil, que ce soit la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée ou le Mali, à lui seul ne peut pas gérer la migration. Inévitablement, il faut qu'il y ait une communication, donc une logique de gouvernance de l'ensemble des acteurs. Au lendemain du pacte mondial sur les migrations, pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière, qui a été signé le 10 décembre à Marrakech, où l'ensemble des pays membres du système des Nations Unies, à quelques exceptions près, ont ratifié le pacte. Sa déclinaison au niveau national, c'est la mise en place d'un cadre de dialogue et de coordination. Un cadre de dialogue et de coordination, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous avons voulu créer la semaine dernière à travers un atelier où l'ensemble des acteurs, sans exception, ont été conviés. Et ce cadre a vu le jour avec une forte participation des députés de la diaspora, des représentants de la diaspora au Conseil économique et social et environnemental, au HETT, au Conseil des collectivités territoriales, les ambassadeurs itinérants nommés par le chef de l'État à ses côtés pour faire le travail nécessaire en termes d'approche sur les Sénégalais de l'extérieur. Tous, ONG, démembrement sectoriel de l'État du Sénégal, agences publiques, associations, tout le monde ensemble, nous nous sommes retrouvés pour mettre en place un cadre de dialogue et de coordination. Et ce cadre de coordination et de dialogue a été confié à Madame le ministre Ngoné Ndoye, qui fut ministre des Sénégalais de l'extérieur à un moment donné de l'histoire de notre pays, qui a une certaine expérience en la matière et qui a une forte volonté à travers une association qu'elle a créée
pour protéger les enfants ainsi que les femmes en migration. Et l'ensemble des acteurs se sont accordés unanimement pour lui confier la coordination de cette tâche aux côtés de la direction générale. Ce qui veut dire que donc aujourd'hui, la perspective sera de changer de paradigme. Il s'agira plus pour nous de gérer, mais de gouverner. Et qui dit gouvernance, tu te projettes dans un moyen long et terme. Ce qui veut dire que donc nous sommes arrivés à un moment où nous avons trouvé un consensus entre différents acteurs pour qu'ensemble, la migration impacte positivement le développement économique et social du Sénégal. Et c'est ça la véritable attente au niveau de ce cadre qui a été mis en place. Alors, c'est un apport extrêmement important, dans le sens où plus de 1000 milliards qui sont envoyés en 2017 font l'équivalence de 13 à 14% du PIB national. Cela veut dire quoi exactement? Que si cette manne financière est utilisée à bon escient entre le Sénégalais de l'extérieur, sa famille et la collectivité territoriale dans laquelle la famille est établie, qui reçoit l'argent, on peut facilement impacter le développement et mieux. Donc il s'agit aujourd'hui pour nous d'aborder la problématique suivante. Comment orienter cette manne financière vers des secteurs porteurs de croissance, des créneaux d'avenir? Parce que n'oublions pas que quand quelqu'un voyage, un jour ou l'autre, il reviendra. Et ce retour-là, il faut le prévoir. Pour que quand il reviendra, qu'il puisse au moins trouver quelque chose qui puisse lui permettre, lui, de subvenir à ses besoins et avec sa famille. Mais si jamais les conditions ne sont pas réunies, le jour où il revient et qu'il ne trouve pas quelque chose qui lui permet de subvenir à ses besoins, la famille ainsi que lui-même seront dans une difficulté terrible. Donc pour éviter cela, nous abordons des problématiques liées à l'investissement productif, l'accompagnement pour l'investissement productif, avec les conditions incitatives à l'investissement, particulièrement axées sur la spécificité des Sénégalais de la diaspora, sur lesquelles aussi nous travaillons avec l'APIX, avec l'ANIDA, avec l'ADPME. Donc toutes ces structures-là qui sont des instruments importants pour le développement du pays que nous mettons à contribution pour que la spécificité, la particularité diaspora puisse être prise en compte, toujours sur la base des instructions du président de la République. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur est un instrument, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui essaie de promouvoir le retour de la diaspora sénégalaise. Quand vous êtes en voyage à l'étranger et qu'à un moment donné, vous voulez revenir au Sénégal, ou pas, vous ne voulez pas revenir, mais au moins vous voulez investir, le fonds vous est destiné. Mais ce fonds est un fonds exclusivement alimenté par le budget de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte que le fonds puisse s'ouvrir à d'autres mécanismes, à d'autres bailleurs de fonds, à d'autres partenaires, pour qu'il puisse être renfloué. Parce qu'il est à peu près de 1,5 milliard pour les projets qui doivent être réalisés au niveau du Sénégal. Maintenant, pour les femmes, qu'on appelle le projet de financement des femmes de la diaspora, il est également de 1,5 milliard. Mais ça, c'est une discrimination positive pour les femmes, mais dans leur pays d'accueil. Ce qui fait que le FAISE, aujourd'hui, a une enveloppe de 3 milliards, ce qui est peu par rapport à la demande. Mais la relation qui existe entre le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais et la direction générale, c'est à travers la direction de l'appui à l'investissement et au projet. Parce que la direction générale a deux directions. La DAIP, qui est la direction de l'appui à l'investissement et au projet, la DAPS, qui est la direction de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Maintenant, c'est la DAIP qui fait les études des demandes de projet des Sénégalais de l'extérieur. Quand un Sénégalais de l'extérieur envoie au ministre des Affaires étrangères une demande de financement, il y adjoint la copie de son projet. Cette copie est envoyée au niveau de la direction générale, particulièrement à la DAIP, avec ses techniciens qui font la préétude. Et donc, si le projet est éligible, un accusé de réception est envoyé au promoteur pour lui dire que ton projet est éligible et qu'il sera soumis au comité de financement que le FAISE va convoquer sur la base de l'enveloppe financière dont il dispose. Donc, c'est un peu ces interrelations qui existent parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Le FAISE finance, mais le FAISE ne peut pas choisir ce qu'il finance. C'est une autre structure, notamment la DAIP, qui fait la préétude et qui le soumet au comité de financement pour que le FAISE intervienne en dernière analyse. C'est la partie la plus difficile de notre boulot.
Parce qu'ils sont assez nombreux dans les prisons des différents pays d'accueil. À la suite d'un crime, à la suite d'un jugement ou à la suite d'un délit qui a été jugé et qui, en fin de compte, le met en détention. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la Convention de Vienne qui définit les conditions dans lesquelles ces derniers doivent être retenus dans ces différentes prisons. Il y a certains pays avec lesquels nous avons également ce qu'on appelle des accords de transfèrement des détenus. C'est-à-dire que si un Sénégalais est arrêté, par exemple, en Espagne, un Espagnol est arrêté au Sénégal, on peut faire le transfèrement des détenus. Si le Sénégalais souhaite purger sa peine au Sénégal, un accord nous lie avec l'Espagne pour qu'il puisse le purger convenablement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté, c'est que souvent, quand on est en détention, nous sommes informés, mais ce compatriote voudrait que sa famille ne le soit pas. Au regard du rôle important et de l'attente que la famille avait à son endroit. Donc si tout d'un coup, la famille est informée que votre fils ou votre cousin ou votre frère a été arrêté à la suite d'eux, ça peut créer une déchirure terrible au niveau des familles. Donc c'est à ce niveau-là que nous intervenons maintenant pour équilibrer l'information, gérer convenablement sur la base de la volonté de ce compatriote qui est emprisonné. Ce qui fait que donc l'ambassade ou le consulat du pays dans lequel ce compatriote est arrêté fait son travail d'assistance consulaire, lui rend visite, paie les honoraires d'un avocat si c'est nécessaire. Si c'est avec sa femme aussi, qu'on l'assiste pour que sa femme ne puisse pas vivre certaines difficultés. Donc c'est la partie la plus difficile de notre boulot, mais qui souvent demande beaucoup de confidentialité sur la base un peu de ce que nos compatriotes nous demandent de gérer pour eux. C'est à dire, parce que ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, sur les chiffres dont on était à peu près sur 700 compatriotes, à peu près. Mais dès lors qu'entre-temps, il y a des remises de peine, c'est-à-dire des compatriotes qui ont déjà purgé leur peine et qui sortent, d'autres qui entrent à nouveau, donc c'est un chiffre qui ne peut pas être exact. Mais chaque année, on envoie un message à tous les postes diplomatiques pour faire la situation, un peu de cette situation, de cette population carcérale, sur la base de quoi maintenant on recueille l'instruction du président de la République pour la conduite à tenir. Faire de sorte que tous les départs soient réguliers. Tout ce qui quitte le Sénégal ne le quitte pas de manière irrégulière. Nous allons renforcer le processus de gouvernance migratoire, mais au niveau territorial. Nous avons déjà ouvert 7 bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi dans cette région du Sénégal. Les 7 autres régions du Sénégal seront ouvertes d'ici la fin de l'année pour que nous puissions avoir 14 instruments à raison d'un instrument par région. Et ils vont jouer un rôle important en matière de sensibilisation, en matière d'accompagnement, en matière de renforcement de capacité des familles des Sénégalais de l'extérieur ainsi que les Sénégalais de l'extérieur eux-mêmes. On a mis en place également, dans chaque région, une association, une fédération des associations des Sénégalais de retour. Parce que la question du retour, il faut qu'on lui donne un statut privilégié pour que le Sénégalais n'ait plus peur de rentrer. Et donc, ceux qui sont rentrés, on les a organisés en association. Et ces associations font l'objet d'une fédération par région. Et nous allons mettre d'ici le 18 décembre prochain la Fédération nationale des Sénégalais de la diaspora de retour. Ce qui sera également un bon interlocuteur par rapport aux stratégies que nous développons, autant au niveau territorial qu'au niveau national. L'autre défi, c'est que nous faisons un focus. Parce que le plan Sénégal émergent est dans sa deuxième phase de mise en œuvre. Et cette deuxième phase fait appel à un fort capital humain, du personnel qualifié, pour que les projets qui sont en train d'être déroulés par le président de la République puissent avoir tous les personnels requis quant à sa mise en œuvre. Et donc, une bonne stratégie est en train d'être déroulée pour la mobilisation des compétences au sein de la diaspora. Nous les appelons compétences hautement qualifiées. Nous avons trouvé du pétrole, du gaz, il y a de l'or, et ces ressources naturelles-là, si on n'a pas nos compétences à nous et que des étrangers viennent pour l'exploiter à notre place, ça sera une véritable perte pour nous. Et donc, on mettra à contribution aussi la diaspora sénégalaise pour que dans ces différents domaines-là, que chacun puisse nous dire la part qu'il voudrait apporter pour le développement économique et social du pays. Il est évident qu'en matière d'accès aux documents administratifs, le président de la République a fait un effort important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 8 centres de production de passeports à travers le monde. Et un 9e centre
est en train d'être ouvert en Afrique du Sud. Et il a donné instruction pour que le 10e et le 11e centre s'ouvrent au Canada et au Brésil. Et donc, pour ça aussi, nous y travaillons pour que la question du document, de l'accès aux documents administratifs, soit un vieux souvenir. Parce que c'est un vrai problème dès lors qu'il y a un important projet d'informatisation de l'état civil au niveau national qui va faciliter la relation avec les consulats diplomatiques, les missions diplomatiques et consulaires, pour qu'on ait des fichiers communicants, et donc ça facilitera l'accès à ce document-là. Et enfin maintenant, la question de l'accès à l'immobilier. Nous tous, nous savons que les Sénégalais de l'extérieur tiennent énormément à l'accès à l'immobilier. Et donc, dans ce domaine-là aussi, le président de la République a décidé plutôt de mettre à disposition de la diaspora au Lac Rose 100 hectares qui feront l'objet d'une répartition entre les différentes coopératives d'habitat. Et ça aussi, nous y travaillons ardemment pour qu'ils puissent être satisfaits à l'image de ce qui s'est fait au niveau national pour les nationaux en matière d'accès à l'habitat social. Entre autres problématiques, évidemment, perspectives sur lesquelles nous travaillons. Non, je ne le pense pas. Vous savez, quand la plus haute autorité, en l'occurrence le président de la République, prend certaines décisions, c'est sur la base d'informations de haute facture, de haute qualité. La rationalisation des dépenses à l'étranger ne peut être que positif. Parce que ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez toute la Scandinavie, il n'y a qu'une seule ambassade qui est basée aux Pays-Bas et qui gère tous les pays de cette zone scandinave. C'est vrai, on me dira qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts pour qu'il y ait un tissu consulaire ou diplomatique dans cette zone, mais au moins cette ambassade répond aux attentes et aux préoccupations de la diaspora sénégalaise dans toute cette zone de Scandinavie. Si on prend l'exemple du Mali, un très grand pays, il y avait une ambassade et un consulat. On a fermé le consulat et l'ambassade a pris le relais et joue pleinement son rôle. Et les Sénégalais ne se plaignent pas. Donc quand il y a rationalisation, ça ne veut pas dire qu'il y aura problème. Non. Mais les juridictions sont rattachées les unes et les autres et la solidarité faisant, ça permettra de pouvoir répondre aux préoccupations des uns et des autres. Alors, le mot de la fin, c'est d'insister sur un point sur lequel on a beaucoup travaillé, la relation de confiance entre l'État du Sénégal et sa diaspora. Sans confiance, la diaspora ne voudrait pas se mobiliser pour investir au Sénégal. Sans confiance, la diaspora ne voudrait pas se mobiliser pour un projet de retour au Sénégal. Sans confiance, il y aura toujours des difficultés pour harmoniser et organiser la diaspora en vue de la mettre à contribution pour le développement économique et social du Sénégal. Donc l'appel que je lance, c'est que tous les acteurs, tous, sans exception, la diaspora elle-même, que nous puissions travailler à consolider ce climat de confiance entre l'État du Sénégal et sa diaspora à travers le monde. Ça me semble important et à la limite une condition nécessaire, une condition sine qua non pour une réussite des initiatives en leur faveur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.